Bonjour et bienvenue. Pour celles et ceux qui participent à nos midi webconférences pour la première fois, je me présente, Maître Tamara Davis, chef de la direction de la Fondation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Une nouvelle fois, vous répondrez présente et présent pour un rendez-vous sur un sujet d'actualité. Comme vous le savez, les profits de nos activités servent à soutenir nos actions. Votre présence aujourd'hui nous permet de mener des actions concrètes pour l'avancement du droit. Par exemple, nous avons lancé il y a quelques semaines notre programme de bourse pour les étudiants de l'École du barreau qui rencontrent des difficultés financières. Ce soutien à la relève est possible uniquement grâce à vos dons. Nous remercions également nos deux partenaires présentateurs de nos événements de la saison pour leur soutien, le CAGE et la Corporation de services du barreau. Le CAGE est le courtier en information juridique du Québec. Il négocie pour ses membres l'accès à l'information juridique essentielle et ce, au meilleur coût. Les ressources juridiques québécoises et canadiennes sont ainsi à la portée des membres, où qu'ils soient et quelle que soit leur pratique. La Corporation de services du barreau du Québec offre aux membres du barreau des services de qualité et pertinents pour l'exercice de la profession. La Corpo vous accompagne notamment dans votre développement professionnel avec Jury Carrière, le portail d'emploi juridique, dans votre pratique en droit de la famille avec Jury Famille, dans vos besoins financiers avec les fonds de placement du barreau du Québec. Quelques détails sur le déroulement avant de poursuivre. La période de questions aura lieu suite à la présentation. Nous vous invitons à vous identifier avec votre nom, prénom et ville et à poser votre question en utilisant le module questions-réponses en bas de votre écran. Vous recevrez un courriel dans les prochains jours avec votre attestation de participation. Le lien vers la présentation PowerPoint et le lien vers la rediffusion vous sera acheminé également. Alors, avant de débuter, quelques mots sur nos deux conférencières. Pour plus d'informations sur leur parcours, nous vous invitons à consulter la page dédiée à l'événement sur notre site. Professeure titulaire de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, Catherine Piché est experte internationale en droit de la preuve et la procédure civile, action collective et en droit comparé. Elle est également vice-doyenne recherche et affaires internationales à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les actions collectives, directrice scientifique de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Chana Chaffey-Parent est avocate depuis 2013 et doctorante en co-tutelle à l'Université de Montréal et l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la double direction des professeurs Catherine Piché et Loïc Cadier. Dans sa thèse de doctorat, elle aborde d'un point de vue comparé l'interaction en droit processuel et droit de la preuve dans l'application du principe de la contradiction avec un intérêt particulier pour la preuve par expertise. En plus de ces activités de recherche, M. Chaffey-Parent enseigne le droit judiciaire privé à titre de chargé de cours au baccalauréat en droit. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Nos conférencières vont aborder comment le système de justice est adapté à la crise sanitaire au Québec et dans le monde. Cette présentation s'appuie en partie sur leur rapport à la justice au temps de COVID, réalisé par un de nos partenaires, l'Institut québécois de la réforme du droit et de la justice. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci à vous deux. Merci infiniment pour cette belle invitation d'être présente aujourd'hui. Je vais prendre la parole au nom de Maître Chaffey-Parent et de moi-même pour dire vraiment à quel point on est heureuse et honorée de présenter cette conférence sur un sujet qui est fortement d'actualité et haut en couleur. Alors, évidemment, vous le savez tous, la pandémie a entraîné un ralentissement d'abord sans précédent des activités de la société civile et de l'économie et continue de le faire au fil des différentes flambées de COVID. Évidemment, le ralentissement a aussi affecté l'administration de la justice, du moins dans les premiers mois de la pandémie. Et le contexte d'urgence, en tout cas dans les premiers mois, a procuré une impulsion que je dirais nécessaire pour stimuler une réflexion et un changement au sein des systèmes de justice, autant civils que criminels. Et en fait, c'est donc le sentiment d'urgence qui a procuré cet élan de changement, qui a donné cet élan de changement. Et la justice, les différentes modifications au système judiciaire et mesures de justice que nous avons vues à travers le monde, et non seulement au Québec, au Canada, mais à travers le monde, a impliqué des processus tantôt hybrides, tantôt spéciaux, tantôt des adaptations à des modèles traditionnels de justice. Et c'est donc de cela qu'on va vous entretenir aujourd'hui, Chana et moi.
Et en fait, on sait enfin, on suspecte que vous avez eu beaucoup de formations sur le sujet et donc on va essayer d'avoir une approche un peu plus novatrice. Alors, enfin, du moins, on va l'espérer, c'est notre souhait. Donc, devant les ressources du système judiciaire qui sont déjà très limitées, la pandémie a eu certains effets au départ. Un effet d'abord de retard. Il y a eu certains délais judiciaires qui étaient associés évidemment à la paralysie, enfin, l'arrêt des activités judiciaires pendant plusieurs mois. Au Québec, mais pas seulement au Québec, ailleurs au Canada et à travers le monde. Et ça, donc, on a vu donc une accumulation de dossiers qui a causé un certain engorgement et certaines inquiétudes à cet égard-là, un certain déséquilibre aussi. Et on a commencé à réfléchir à nouveau à des mesures d'efficacité qui permettraient de pallier à ce problème-là, problème d'engorgement. Évidemment, la réflexion sur l'efficacité est assez, on pourrait dire qu'elle est éternelle, dans la mesure où ça fait déjà plusieurs décennies qu'on réfléchit à l'efficacité dans notre système de justice québécois. Vous savez que, d'ailleurs, non seulement dans les discours des tribunaux, mais dans les discours du législateur, dans tous les commentaires du législateur, dans la réforme du Code de procédure civile de 2016, encore un souci d'efficience et de proportionnalité des procédés judiciaires. Et très, très récemment, le projet de loi 75, dont on va vous parler à plusieurs reprises aujourd'hui, qui est en fait la loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie. Ce projet de loi qui avait notamment pour but d'encourager l'utilisation des moyens technologiques, de permettre de simplifier certains processus judiciaires, également de réduire de façon plus large les délais dans le traitement des dossiers judiciaires et donc de modifier du coup certains articles du Code de procédure civile. Bon, il y avait d'autres mesures évidemment très intéressantes dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, ce projet de loi, en fait, est arrivé après une consultation, cette consultation que nous avons menée pour le ministère de la Justice du Québec. Donc, à titre de directrice scientifique de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, j'ai été sollicitée par le ministère pour effectivement inventorier d'abord les régimes procéduraux d'exception à travers le monde, les régimes en fait qui ont permis de traiter des litiges en temps de pandémie. Et en fait, je vais peut-être ouvrir une parenthèse ici en disant que c'est donc de traiter d'abord de l'engorgement, mais aussi de traiter éventuellement des litiges COVID, parce qu'il y a eu aussi des litiges COVID, on ne connaît pas encore tout à fait l'ampleur de ces litiges-là, c'est-à-dire en termes de données, mais on sait qu'évidemment qu'il y a eu de nombreux litiges liés à toutes ces questions de force majeure liées à la COVID. Et donc, pour le ministère, il était question d'inventorier les régimes et deuxièmement, de rechercher, de proposer des solutions pour faire face aux effets potentiels de la pandémie. Et c'est donc ce que nous avons fait. Chana a travaillé avec moi à cet égard-là et ce qu'on a vu, c'est que évidemment, l'adaptation des systèmes de justice civile à travers le monde était vraiment présente, omniprésente, qu'elle était aussi primordiale, évidemment, et que la pression exercée sur les systèmes de justice civile avait résulté en une panoplie de développement qui variait de manière significative d'une juridiction à l'autre. La pièce de prédilection, la pièce à conviction, c'est l'accès à la justice par le biais des technologies. On ne vous le cachera pas. Et un point qui intéressait et qui m'intéressera toujours, un point en filigrane, c'est de se demander si certains pays qui ont un modèle de présence physique au tribunal et décrit de présence physique pouvaient avoir autant d'infrastructures et avoir en fait, l'infrastructure nécessaire pour faciliter cette transition vers le virtuel. Alors, ça, c'est une question qui m'a préoccupée qui m'a occupée pendant ce dossier-là. Prochaine diapo, Chana. Donc, quelques notions peut-être sur la justice en temps de crise. Évidemment, il fallait d'abord identifier les effets de la crise. Donc, pourquoi, finalement, c'est quoi le problème? Le problème, c'était l'arrêt de l'activité judiciaire qui a depuis repris, évidemment, mais quand même, l'impact de cet arrêt-là, l'accumulation de retard et le potentiel d'un volume accru de dossiers. Et par la suite, pour ce qui est des réponses que nous avons observées, il y avait 3 types de réponses, une réponse technologique, une réponse procédurale et une réponse amiable. Et on va vous parler de ces 3 réponses. Pour ce qui est des enjeux, parce qu'il y avait évidemment de nombreux enjeux qui perdurent toujours, ce sont des questions que nous
nous nous posons par rapport au modèle d'adaptation des systèmes judiciaires. D'abord, est-ce que la qualité de la justice qui est rendue en temps de crise est la même, c'est-à-dire une justice qui est parfois accélérée, parfois virtuelle, plus efficiente, bon, etc. Alors, c'est sûr qu'on se pose une question de qualité. L'équité procédurale est un autre point, un autre enjeu, notamment la contradiction, le principe de contradiction. Est-ce qu'il est plus équitable en présentiel que virtuellement parlant? Est-ce qu'on a toutes les chances de présenter notre version des faits et de répondre aux allégations virtuellement parlant? Alors, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir sur le sujet, des études assez favorables au virtuel, en disant, par exemple, que le virtuel sert bien aux peuples vulnérables, aux gens, aux individus en situation de vulnérabilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle ou autrement. Et qu'on aurait, paraît-il, à distance, des comportements moins adversaires, moins en opposition. Alors ça, ce sont des points très positifs qu'il faut garder en tête. Mais il en reste que sur le plan des enjeux procéduraux, d'équité, il y a certains questionnements à cet égard-là. La publicité des débats. Est-ce que Teams et Zoom sont des plateformes publiques, des espaces publics? C'est une question importante. L'évaluation adéquate de la preuve, l'appréciation des témoignages à distance. Shana va vous en parler. Recevoir une preuve via WhatsApp, est-ce que c'est la même chose que de la recevoir physiquement sur le plan des garanties procédurales, de recevoir un élément matériel que l'on peut apprécier comme juge? Alors, oui, il y a une différence, certainement, et il y a certaines questions qui se posent. La confidentialité et la sécurité des plateformes technologiques utilisées. Le décorum des tribunaux. Shana va y revenir également. Il y a eu beaucoup de choses dans les médias récemment à cet égard-là. Donc, ce sont toutes sortes de questions pertinentes. Quelques mots sur la réponse québécoise et la réponse ontarienne à la crise. Bon, et bien sûr, c'est une évolution constante et régulière en fonction des vagues de contagion. Ce qu'on vous dit aujourd'hui risque de changer demain, après-demain, dans les semaines qui suivent. Il y a des actualisations et des ajustements constants, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les audiences qui avaient été ajournées au départ ont effectivement désormais repris, majoritairement dans l'ensemble des cours et surtout dans les tribunaux de première instance, quoique le recours au virtuel soit encouragé. Là, évidemment, je cherche à généraliser, mais il y a toutes sortes de distinctions pour les différents niveaux de cours. Mais il en reste que certaines tendances sont à noter. Les délais de prescription qui avaient été suspendus ont recommencé à courir. Et il y a une utilisation des technologies pour effectuer des audiences à distance avec certains questionnements relativement au choix de l'outil idéal. Est-ce que c'est Teams? Est-ce que c'est Zoom? Est-ce que c'est autre chose? L'organisation de ces audiences-là, idéalement au cas par district. Une harmonisation qui est en cours de route et certaines possibilités d'audience hybride, soit donc en personne et à distance. Le dépôt des procédures, Shana va aussi vous en reparler, c'est principalement par la poste, sauf exception en cas d'urgence et autrement. Il y a eu des débuts très intéressants du greffe numérique judiciaire du Québec en cours d'appel et aux petites créances, et des encouragements du recours à la médiation familiale en ligne. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour ce qui est de l'Ontario, les audiences sont à distance principalement, sauf exception. Il y a toujours des exceptions. On a beaucoup recours au téléphone, ceci dit, depuis janvier principalement. Et peut-être un point important, il y a des directives qui ont été adoptées par la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui sont relatives à l'étiquette et aux pratiques exemplaires pour les audiences à distance. À noter parce que ça nous intéressera peut-être d'en prendre connaissance. Et pour ce qui est des audiences à distance, encore une fois, c'est clair que encore là, on favorise les motions non contestées, les motions brèves, les conférences de gestion, les questions d'action collective et autres. Les dépôts des procédures se fait par courrier électronique avec un dépôt papier qui sera fait lors de la reprise des activités en présence. Il y a un portail de soumission en ligne pour les actions civiles qui permet de ne pas se présenter en personne. Et enfin, très intéressant, l'usage de Caselines, qui est une plateforme infonuagique de gestion de la preuve. Donc, je m'arrête ici. Je cède la parole à Shana.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous remercie pour votre présence à cette conférence. On va débuter en entrant directement dans le vif du sujet, en abordant tout d'abord la réponse, certaines réponses technologiques à la crise de la COVID. Et on vous partagera quelques commentaires qui ont ressorti de nos travaux de recherche sur le sujet. Donc, au Québec, comme ailleurs, il était urgent en temps de COVID d'assurer une continuité des services judiciaires. Et c'était le premier problème auquel les juridictions devaient répondre, au moins pour les situations d'urgence. L'audience à distance, selon nos travaux, ce qu'on a vu a été sans contredit le moyen qui a été privilégié aux quatre coins du monde pour répondre à cette problématique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'expérience, et puis la professeure Piché y a fait allusion, a été vécue différemment, fort différemment même d'une juridiction à une autre. Les raisons pour ça sont multiples. D'abord, le point de départ technologique de chaque juridiction était différent. Donc, certains tribunaux étaient déjà équipés en matière de technologie. D'autres tribunaux qui n'avaient pas l'expérience et le matériel nécessaire ont eu une transition peut-être un peu moins harmonieuse. Finalement, un facteur important de facilitation de l'adoption des audiences à distance et très certainement la culture judiciaire. On peut vous donner l'exemple de l'Allemagne où, bien qu'ils aient des tribunaux très bien équipés en matière technologique, ont vu une forte résistance à utiliser l'audience à distance à l'extérieur des urgences judiciaires. Donc, il n'en demeure pas moins que la culture est importante quand on veut faire une transition vers des nouveaux moyens. Ce qui nous intéressait, évidemment, une des préoccupations, c'est de comprendre quels ont été les effets de ce changement pardon, qui a été extrêmement rapide dans les différents systèmes de justice. Donc, au Québec, on a eu plusieurs échos positifs qui étaient particulièrement axés sur le pas de géant là, que le système a fait en l'espace de quelques mois. Il nous a semblé intéressant toutefois de vous présenter les résultats d'un rapport empirique qui a été fait par le Civil Justice Council anglais. Eux ont colligé des informations auprès de 1000 répondants, des justiciables, surtout des avocats également, sur les effets des nouvelles mesures COVID, plus particulièrement les audiences à distance, vous pouvez le deviner. Et cette étude a été conduite pendant tout le mois de mai 2020. Donc, c'est assez récent, puis c'était vraiment au vif du début de la crise. On a trouvé que chez les avocats, il y avait un taux de satisfaction quant aux audiences à distance de 71,5 %. Donc, c'est un taux élevé, surtout considérant que ces mêmes avocats ont rapporté en majorité avoir vécu des difficultés techniques, qu'elles soient mineures ou, dans certains cas, majeures. En parallèle et de manière générale, il y a une grande inquiétude qui a été exprimée par les avocats par rapport au nombre d'audiences qui ont été remises et à l'accumulation de retard qui risque de s'en suivre. Donc, malgré l'utilisation d'audiences à distance, les avocats rapportent que 54 % de leurs audiences interlocutoires et 32 % de leurs procès ont été remis. C'est donc dire qu'on peut prévoir que la COVID, bien qu'il y ait une certaine continuité dans les services de justice, pourrait constituer un facteur d'aggravation des retards qui continuera d'être ressenti dans le futur. Petit clin d'œil ici à cette fameuse histoire qui a circulé jusqu'au Québec, un avocat américain qui s'est trouvé coincé dans une audience avec un filtre de chat sur Zoom. Donc, comme vous pouvez le constater, la visioconférence, elle comporte plusieurs risques, certains plus cocasses, moins graves que d'autres. Je dois vous dire que le sujet des enjeux est extrêmement vaste. On pourrait en parler pendant toute l'heure. Donc, je vais me limiter à des commentaires axés sur l'équité procédurale parce qu'on en a beaucoup entendu parler récemment. Dans le cadre de l'étude anglaise, plusieurs participants ont soulevé des inquiétudes à l'égard de la capacité ou de la facilité à présenter leur position dans le cadre d'une audience à distance. Et ça se rapporte directement à cet enjeu de l'équité procédurale. Le respect de l'équité procédurale
n'est pas nécessairement une garantie d'un moyen spécifique pour livrer son message au tribunal. C'est plutôt une garantie que le contenu du message qu'une partie veut passer pourra effectivement se rendre tel qu'on a voulu le présenter jusqu'au décideur. Plusieurs auteurs notent que la visioconférence exige de présenter le message autrement. Certains de ces auteurs indiquent qu'on pourrait comparer cette différence-là avec la différence qu'on peut ressentir quand on présente un dossier devant différents tribunaux. Donc, on ne va pas plaider de la même manière devant la Cour du Québec, la Cour supérieure, le TAC ou la Cour suprême. Est-ce que cet inconfort de l'inconnu de la visioconférence doit nécessairement être synonyme d'iniquité procédurale? À mon sens, c'est là une orientation intéressante qui pourrait être prise pour la réflexion qui va nécessairement suivre sur cette question-là. Est-ce que le message qu'on veut livrer via la visioconférence risque d'être altéré? Est-ce qu'il risque d'être diminué par le véhicule qui est le vidéo? Cette orientation a du sens lorsqu'on s'intéresse à la question du témoignage via visioconférence. Donc, contrairement, par exemple, à la présentation d'un simple argument juridique, l'évaluation de la crédibilité d'un témoin va être bien souvent fondée sur autre chose que le simple contenu de ses paroles. Il y a un lien de confiance, il y a des mouvement, il y a un sentiment de connexion qui peut être créé par le présentiel face à un témoin et qui peut aider à l'évaluation de sa crédibilité. Parce que la visioconférence était une nécessité pendant la COVID, bien, évidemment, on s'en est servi pour toutes sortes d'audiences, pour toutes sortes de messages qui doivent être transmis. Pour la suite, la visioconférence sera très certainement un atout, un outil qui s'ajoute à la panoplie d'outils que les tribunaux peuvent utiliser pour rendre justice. Et c'est d'ailleurs ce que rapporte ce rapport anglais que je vous mentionnais. Pour la suite, les audiences par visio, ben, il faut voir dans quelles circonstances elles sont utiles, intéressantes, équitables. On mentionne dans le rapport, on suggère de conserver ces audiences, mais de plutôt les utiliser dans des cas où il y a peu de contestation, dans des cas des audiences interlocutoires, lorsque les audiences sont plutôt axées sur le droit. Le présentiel va être, c'est pas une surprise, plus adéquat lorsqu'il y a besoin d'un interprète, lorsqu'il y a des parties non représentées. Dans des matières comme le droit familial, on préférera le présentiel, alors que le droit, les dossiers commerciaux pourraient gagner seront plutôt plus adéquats à être présentés via visioconférence. Dans certains cas, la visioconférence est également un outil d'accessibilité. On a vu dans le cadre de nos recherches aux États-Unis un phénomène qui est super intéressant. Il y a eu une réduction drastique du taux d'absentéisme devant certains tribunaux du logement lorsqu'on a permis aux justiciables de se présenter devant ces tribunaux-là via visioconférence. Donc, dans certains cas, on aime mieux avoir des gens qui sont présents par visioconférence que pas présents pour se représenter face à une instance comme un tribunal administratif, par exemple. Donc, ça peut être un outil qui aide à améliorer l'accès à la justice. Pour le moment, comme mentionné, la COVID, elle a exigé une réponse rapide. Les technologies, elles nous ont permis de transposer ce qu'on faisait en personne vers une interface technologique qu'on peut considérer comme plus ou moins équivalente. Toutefois, pour la suite, on peut espérer, et on l'a vu dans nos recherches, d'autres réponses technologiques qui permettent de tirer profit des qualités qui sont propres aux moyens technologiques. Donc, les technologies, elles nous permettent d'avoir accès 24 heures sur 24 à certains services. Elles permettent d'automatiser certaines tâches. Elles permettent de créer des outils plus intuitifs pour les utilisateurs du système de justice. Ça nécessite de penser évidemment l'activité judiciaire autrement, mais à travers nos travaux, on a vu que en segmentant certains secteurs de la justice, les technologies peuvent être utilisées à bon escient au bénéfice et des justiciables et des tribunaux.
Au-delà de l'audience à distance, nous avons vu plusieurs exemples de tribunaux digitaux. La professeure Piché vous parlera tout à l'heure du CRT, une innovation canadienne qui est reconnue à travers le monde. Pour le moment, je vais vous donner l'exemple de la plateforme anglaise Money Claim Online. C'est une plateforme qui existe depuis 2018 en Angleterre. Elle a déjà traité plus de 100 000 réclamations avec un taux de satisfaction de 88 % des utilisateurs. Tout simplement, on a constaté que dans le système de justice anglais, il y avait énormément de réclamations de petits montants qui procédaient par défaut et qui se terminaient par le paiement de la somme due avant le jugement. Donc, on a passé à créer une procédure entièrement technologique pour ce type de réclamation-là. Donc, c'est des réclamations petites créances, moins de 10 000 pounds contre un maximum de 2 défendeurs, des dossiers qui sont simples. La procédure se passe via une interface ou via un formulaire qui prend environ une dizaine de minutes à remplir et le défendeur sera directement contacté avec certaines options. Tout dépendant de l'option qui est choisie, le dossier va être soit transféré devant un tribunal pour débat s'il veut se défendre face à la réclamation, mais s'il ne veut pas présenter une défense ou s'il acquiesce à la réclamation, eh bien, un jugement va pouvoir être produit via la plateforme sans nécessiter de l'intervention d'un juge. Donc, ce système va venir agir comme un filtre automatique et il a permis de dégager une somme de temps considérable que les tribunaux investissaient avant sur des dossiers où finalement il n'y a pas vraiment de contestation. Donc, ce système, au final, permet d'optimiser l'usage des ressources judiciaires et surtout du temps des juges. Dans la même veine, deuxième moyen technologique, qui est un peu un corollaire des audiences à distance, si on veut. Il s'agit du dépôt électronique des procédures. Donc, la crise de la COVID a permis de saisir l'importance du papier dans plusieurs juridictions à travers le monde. Le Québec n'y fait pas exception. Et bien qu'il y a beaucoup de juges qui préfèrent désormais l'usage de versions électroniques des documents dans le cadre de leur travail, il n'en demeure pas moins que l'action judiciaire est organisée, elle est orientée autour du dossier physique, de son déplacement dans le palais de justice et des procédures papier qu'on dépose dans un greffe. Donc, le Québec a entamé cette transition grâce à un nouveau greffe numérique judiciaire que vous connaissez probablement parce qu'il doit faire partie de votre travail ou il fera bientôt partie de vos activités plus souvent. La Cour d'appel et la Cour des petites créances ont eux-mêmes leur propre greffe numérique indépendant. L'option du papier, toutefois, elle demeure disponible et elle est toujours privilégiée. C'est relativement bien documenté selon les résultats de nos recherches que l'usage de preuves en format électronique dans le cadre de procès, surtout des gros procès où il y a beaucoup d'éléments de preuve, permet d'améliorer l'efficacité. Donc, on parle souvent d'une réduction significative du temps d'audition par la simple élimination de la manipulation du papier. Dans certains dossiers, on note une réduction du temps d'audition de 10 à 20 certains au niveau de 40 en coupant ces manipulations-là. Donc, c'est quand même non négligeable. On peut souligner l'exemple au Québec du procès de la pyrrhotite à Trois-Rivières, où l'ensemble des activités ont été faites, toute la preuve a été présentée en ligne à l'aide d'outils technologiques. Et c'est à noter que c'était absolument nécessaire puisque le palais de justice de Trois-Rivières, son greffe ne pouvait pas contenir physiquement l'ensemble des documents du dossier. Donc, la nécessité et l'efficacité ont exigé cette mesure. Le dépôt électronique a un avantage d'efficacité, certes. Toutefois, encore dans cette idée-là de après la COVID, vers où on s'en va, l'usage de formulaires électroniques qu'on remplit et qui sont envoyés directement aux tribunaux pourrait présenter beaucoup d'avantages. Et c'est ce qui a ressorti de plusieurs
réponses ou solutions qu'on a trouvées dans le cadre de nos recherches. Donc, pour le moment, pour vous donner une image un peu plus concrète, le nouveau greffe électronique nous permet de déposer des documents PDF. Donc, un document PDF, c'est un peu l'équivalent papier, l'équivalent technologique, pardon, du papier. L'avantage des formulaires qu'on remplit en ligne est très important puisqu'il permet d'extraire, il permet de colliger des informations, des données très importantes, comme par exemple les données qu'on trouve dans le protocole de l'instance. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, pour vous donner un portrait, vous savez que le nerf de la guerre, souvent, ce n'est pas de créer un algorithme. Ça va plutôt être d'avoir des données pour nourrir cet algorithme-là. Plus largement, l'automatisation de certaines tâches va pouvoir être programmée seulement en présence de ces informations-là, qu'on ne peut obtenir que par l'extraction des procédures. Donc, la gestion des tribunaux et la gestion des instances pourraient grandement bénéficier d'un tel greffe dépôt numérique pour sa gestion. Donnons un exemple pour rendre la chose un peu plus concrète. Les Américains sont très avancés en matière d'automatisation de la gestion d'instances. Il y a une technique qui est utilisée de gestion du flux des dossiers qu'on appelle le Differentiated Case Management, le DCM, aux États-Unis, dans plusieurs districts. Pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, eh bien, à partir des informations qu'on récolte en début d'instance, le système de DCM va permettre le triage automatique des dossiers dans différentes routes procédurales. Et chacune de ces routes a un niveau de supervision qui est adapté. Donc, c'est un peu l'équivalent automatisé des cases qui sont sur le dessus du protocole de l'instance au Québec. Sauf qu'on peut y intégrer entre 10 et 15 critères, on peut les mettre en relation, etc., pour créer des routes procédurales adaptées au débit de chaque district, par exemple. Cette supervision qui est permise par le DCM, elle comprend évidemment des interventions humaines des juges, mais aussi des rappels, des demandes d'informations automatisées. Et donc, les dossiers problématiques, avant d'être portés à la connaissance des juges, aura généré une alerte comme quoi il risque d'y avoir un problème. Donc, encore une fois, ici, le but, c'est d'investir judicieusement le temps des juges vers les dossiers où il y a un réel besoin d'accompagnement pour permettre le progrès. Les juges, dans ce travail aux États-Unis, sont souvent accompagnés du personnel judiciaire et ils peuvent ainsi se concentrer sur leur travail qui a une forte valeur ajoutée. Alors, une autre mesure procédurale intéressante par rapport à une adaptation à une situation de crise par les systèmes judiciaires, ce sont les décisions rendues sur le vu du dossier. Donc, ces décisions qui sont rendues sans audience. Cette mesure-là est somme toute peu utilisée dans les systèmes contradictoires, peu utilisée chez nous aussi. Par le fait même. Évidemment, la décision rendue sur le vu du dossier est contraire au principe de l'oralité, le principe d'oralité qui est plus cohérent avec la contradiction, avec les approches adversaires. Alors, néanmoins, au Québec, dans le Code de procédure civile, on a toutes les procédures par défaut aux articles 180 et suivants, qui sont des procédures où on a des décisions sur le vu du dossier. Et la Cour d'appel peut aussi, à la demande des parties, trancher l'appel sur le vu du dossier en vertu de l'article 384 du Code de procédure civile. Cette mesure-là, d'ailleurs, a été rappelée aux parties durant la COVID par la Cour d'appel qui a dit demandez-nous et nous allons décider sur le vu du dossier. Également, le projet de loi 75 que j'ai mentionné précédemment contient plusieurs dispositions qui changent ou enfin qui réforment, qui modifient le Code de procédure civile à l'article 168, notamment l'article 168 qui est modifié pour permettre de refuser le rejet pour irrecevabilité s'il n'y a réellement aucune chance de succès. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et les articles 221 et 228 du Code de procédure civile qui permettent un débat sur les interrogatoires suite à un interrogatoire écrit. Un débat sur les objections suite à l'interrogatoire écrit qui pourrait donner lieu effectivement à une décision sur le vu du dossier. Donc, ce sont des mesures qui existent
En même temps, prochaine diapo, Shana, traditionnellement, donc, l'oralité est importante dans notre culture procédurale. Traditionnellement, elle donne la confiance parce qu'il y a un contact direct avec le juge et elle est cohérente, encore une fois, avec cette recherche de vérité que l'on cherche en ayant le contact direct et les approches adversatives orales. Elle est aussi efficiente et rapide pour le traitement des dossiers complexes. Donc là, c'est sûr que lorsque l'on pense aux décisions rendues sur le vu du dossier, ça pose certaines questions par rapport à l'importance de l'oralité, par rapport à cette mesure l'oralité qui traditionnellement, pour une population majoritairement analphabète, était pratique parce qu'elle permettait aux gens de s'exprimer oralement, de donner leur point de vue, de répondre aux allégations, donc de tenir le débat contradictoire par la mesure de leur parole. Au Québec, l'oralité, donc, comme je le mentionnais, existe, mais elle est aussi toujours appuyée par l'écrit. Hein. Somme toute, quand on plaide au procès, c'est vraiment pour expliquer ce que l'on a mis par écrit, ce que l'on a couché par écrit dans les mémoires. Et c'est la même chose aux étapes interlocutoires. Donc, on a vraiment une question ici qu'on peut se poser par rapport à l'oralité comme composante de l'équité procédurale. Et j'aimerais mentionner ici l'exemple des cours d'appel américaines qui, si on regarde une recherche récente du National Judicial Center, fait état du fait que, hormis le circuit américain, moins de 20 des cours d'appel et des cours de circuit américaines entendent des plaidoiries orales. Donc, il y a une réduction drastique des arguments oraux qui est en fait en réponse finalement à la pression d'efficience et de traitement plus rapide des dossiers. C'est plus efficient, c'est plus bureaucratique en quelque sorte. Il y a moins d'implication d'avocats, bien sûr. Et le fait est que par cette diminution de la participation des personnes et de leurs avocats, des parties et de leurs avocats, eh bien, il y a une révision, une reconsidération des valeurs implicites à la révision en appel. Si on pense à la révision en appel, évidemment, on pense à la légitimation de la décision de première instance, de la participation des individus au processus de révision, la correction de certaines erreurs, l'impact institutionnel, toutes ces valeurs-là sont remises en cause par le fait que les plaidoiries orales soient diminuées de façon si drastique. Et un autre point important de la recherche qui a été tenu, c'est qu'avec cette diminution drastique est accompagnée une diminution drastique du pourcentage de dossiers renversés, laissant donc entendre que finalement, cette partie de l'exercice de révision en appel qui est de clarifier finalement certaines positions antérieures, certains raisonnements de la Cour en première instance, bien, cette portion-là de remise en cause ou de clarification disparaît. Alors, ça, c'est vraiment un peu plus problématique. Et donc, voilà, alors ça me permet de passer au règlement à l'amiable en ligne. Une autre mesure qui, évidemment, est très préconisée par notre Code de procédure civile, l'encouragement très fort des modes privés dans le Code réformé de 2016, avec l'obligation de considération des modes privés de l'article 1, la révision, l'évolution du rôle du juge d'un rôle d'adjudicateur traditionnel à un conciliateur et même médiateur, la favorisation, la faveur, l'encouragement de la participation des personnes, des individus, des justiciables à leur processus de justice, et tout cela étant codifié aux premiers articles du Code de procédure civile ainsi qu'aux articles 161 et suivants, et j'en passe. Donc, cette culture des modes privés au Québec est fondée majoritairement sur le présentiel, n'est-ce pas? Donc, les modes privés voulant évidemment l'échange humain, personnalisé, présent entre les individus pour favoriser la rencontre des positions respectives, la conciliation et le règlement. Alors, toutes ces intentions-là sont remises en cause en contexte virtuel. Et durant la crise et même depuis la crise, on continue d'encourager l'usage des modes privés
traditionnelle, mais à distance. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie qu'il y a certaines choses qui se produisent. D'abord, on se dit qu'il est possible que cela rééquilibre les forces. Alors, les individus qui étaient plus vulnérables, encore, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais les individus vulnérables par leur handicap physique ou mental ou parce qu'ils ont un travail prenant qui les empêche de se présenter en personne sont favorisés par ces mesures-là de mode privé virtuel. C'est moins compliqué. En quelque sorte, c'est beaucoup plus accessible. Et est-ce que c'est efficace de façon équivalente? On peut se poser la question, mais je pense que certainement, les études montrent que c'est une très bonne façon de régler les différends que de le faire virtuellement. Pour un juge américain, en fait, dans le cadre d'une recherche américaine, encore une fois, il disait récemment que l'on devait, the courts have to meet people where they are. Il faut vraiment rejoindre les gens. Tous les procédés peuvent être conduits à distance virtuellement de nos jours. On rencontre le médecin à distance, on fait des transactions immobilières à distance, on va à la banque à distance. Et donc, il faut que la délivrance de la justice puisse se faire dans cet élan-là également. Et ce que l'on voit, c'est que, du moins, encore une fois, aux États-Unis, source de beaucoup d'inspiration pour nous certainement, la Cour supérieure de Californie a mis en place une séance de conciliation supervisée par un avocat expérimenté virtuellement. Il y a une évaluation préliminaire neutre qui peut être faite virtuellement, encore une fois en Californie. Il y a des mini-procès qui se situent entre l'arbitrage classique et la médiation, toutes sortes de variations à cet égard-là. Et prochaine diapo, il y a d'autres modèles aussi qui apparaissent, des modèles variés, un modèle à porte multiple notamment qui permet une vision plurielle de la justice. Alors, le justiciable a donc l'option de choisir la voie la plus appropriée parmi plusieurs pour régler son problème. Il faut néanmoins effectuer une certaine réingénierie des processus et des instances. Et le meilleur exemple de ce modèle à porte multiple, c'est le CRT, c'est-à-dire le Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique, qui, encore une fois, comme je crois le mentionnait Shanna, est le premier tribunal entièrement en ligne au Canada, est un modèle de succès incroyable. Un CRT qui est axé sur les besoins du justiciable et qui permet d'amener la justice vers les justiciables, qui est applicable seulement à certains types de dossiers, les dossiers d'accident de la route pour des sommes inférieures à 50 000 $, les petites créances pour les sommes inférieures à la somme en litige inférieure à 5 000 $, les dossiers impliquant des disputes de condominium et d'autres types de dossiers, mais c'est quand même assez restreint. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un processus de triage qui veut que certaines questions sont posées aux justiciables pour proposer différentes avenues de résolution du différend. Et après plusieurs échanges, si les échanges échouent, un juge peut présider une audience virtuelle et rendre une décision. Il peut aussi demander une audience sur le vu, par téléphone ou en présence. Et le processus incroyable qui est mis en place est disponible 24 heures sur 24, permet de résoudre en moyenne le litige en 79 jours. Et sur les presque 55 000 utilisateurs, presque 6 000 ont intenté des procédures et presque 1 300 se sont rendus à l'étape de l'adjudication. Donc, un très, très haut taux de succès qui implique néanmoins un taux d'investissement incroyable de l'État. Alors, peut-être quelques exemples maintenant, on est vers la fin de notre présentation, quelques exemples de réponses à d'autres crises à l'extérieur du Canada et notamment la réponse aux attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center. Un exemple qui me touche de près puisque j'y étais et j'ai été impliquée dans certaines des réponses subséquentes judiciaires. Et donc, ici, il y a eu deux choses. D'abord, des recours des familles des victimes contre les compagnies aériennes et la mise en place d'un fonds commun de compensation, le September 11 Victims Compensation Fund, avec une aide bénévole des avocats pour les réclamations des victimes. C'est là que j'ai été impliquée, effectivement, pour représenter l'un des pompiers en cause qui était décédé.
Et l'usage la deuxième mesure, l'usage d'un special master dans l'action collective des travailleurs de Ground Zero. Et ici, il y a donc eu un rôle spécial, un rôle du special master dans la gestion d'instances, dans la question de la résolution des différends, donc à titre d'arbitre interlocutoire et à titre de conciliateur. Donc, c'est une organisation extraordinaire à cet égard-là. Je passe la parole à Shana. Donc, rapidement, pour un peu boucler la boucle et faire le lien entre les attentats du 11 septembre et la COVID, nous avons été surprises de voir qu'aux États-Unis, plusieurs États américains ou plusieurs tribunaux dans certains États avaient déjà en place, avant la crise de la COVID-19, des plans d'urgence pandémique pour assurer la continuité des services judiciaires. Nos recherches nous ont permis de comprendre que suite aux attentats du 11 septembre, les tribunaux ont été sensibilisés à l'importance d'être préparés pour affronter les urgences. Et je vais vous donner l'exemple de la Floride parce que c'est là qu'on avait bien de l'information sur les suites. On comprend que ce plan, qui était un plan qui datait de 2006 et qui avait été préparé dans l'éventualité d'une pandémie d'influenza, a été utilisé pour faire face aux difficultés liées à la COVID-19. D'ailleurs, le juge en chef de la Floride mentionnait tout récemment, en faisant un retour sur la dernière année, que ce plan pandémique qui était déjà prêt était le premier facteur du succès de la Floride dans l'affrontement de la crise du côté des tribunaux et que ce plan leur a permis de reprendre les activités judiciaires à 100% en ligne en l'espace d'une cible de 60 jours qui s'était donné dans le plan. Rapidement, pour conclure et laisser un peu de temps pour des questions, peut-être 2 commentaires à retenir de cette présentation. D'abord, la crise de la COVID-19, eh bien, elle a très certainement fait bondir vers l'avant le système de justice québécois et bien des systèmes de justice à travers le monde. C'est une réalité quasi universelle dans beaucoup de systèmes qu'on a observés dans tous les continents. Nos travaux nous ont permis de constater que, et on doit le souligner, la rapidité exceptionnelle de réaction et des tribunaux et des avocats qui a permis une reprise des activités judiciaires où les dossiers ont continué d'être traités avec qualité et ce malgré un nouveau cadre, un cadre qui a été renouvelé. Les gens semblent avoir accueilli le changement à bras ouverts, ce qui nous donne, ce qui semble indiquer, ce qui nous donne espoir que les acquis technologiques actuels vont perdurer, quoi qu'ils vont se transformer. Ce pas, bien qu'il constitue un grand pas, on espère que ce n'est qu'un premier pas vers la nouveauté. Donc, ça nous amène à notre second commentaire. On ne peut pas passer sous silence le fait que cette évolution rapide, bien qu'elle soit présente, elle s'inscrive plutôt dans la continuité que dans le changement. Donc, on a beaucoup eu le remplacement du présentiel, le remplacement du papier par des équivalents technologiques. Et ce n'est pas nécessairement un gage d'une transformation qui garantira l'efficacité ou l'économie des ressources à moyen et long terme. La professeure Piché a mentionné en introduction le récent projet de loi sur l'accès à la justice. Ce projet, bien qu'il prévoit plusieurs mesures très intéressantes, s'inscrit également dans la continuité de ce qui se fait au Québec. Donc, si nos travaux nous ont appris une chose, c'est que c'est possible et c'est souvent en dehors de la continuité qu'on va trouver la voie vers l'innovation, surtout vers une valorisation accrue de l'intervention des juges dans la justice, que les actions des juges soient axées vers du travail plus important et que ces voies peuvent être modulées pour respecter l'équité procédurale et les autres principes de procédure. Écoutez, c'est vraiment une recherche super intéressante que vous avez effectuée pour donner vraiment un aperçu des derniers mois de notre système de justice. Donc, un grand merci à vous deux.
Nous allons prochainement lancer notre programmation pour le printemps. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés des dates et thèmes à venir. Nous espérons vous y retrouver. Je vous remercie de votre présence. Merci à nouveau à nos conférencières. Je vous laisse un dernier mot pour clôturer, si vous le souhaitez, avant de fermer le lien. Bien, merci pour votre attention, toutes et tous, et au plaisir de vous revoir en personne.